Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours présenté depuis nos domiciles respectifs. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors exceptionnellement, nous avons enregistré cette émission mercredi soir et non jeudi. Nous avons néanmoins tout fait pour vous présenter l'émission la plus à jour de l'actualité possible. Nous verrons d'abord dans cette émission l'image de la semaine des militants d'extrême gauche se réclamant de la laïcité qui ont scié une croix présente sur le pic Saint-Loup dans l'Hérault. Un acte évidemment condamnable. Loi Avia face à la censure, la révolte. C'est hier qu'avait lieu le vote de la loi liberticide Avia. Le silence médiatique aura été quasiment total avant ce vote. Mediapart a néanmoins révélé que Laetitia Avia, le rapporteur du texte de cette loi contre la haine, était accusée de racisme, d'homophobie et de harcèlement par plusieurs de ses ex-collaborateurs. Plus largement, nous reviendrons dans cette émission sur la question de la censure. Michel Simès de retour en grande pompe sur France 2, les médias qui font semblant de ne pas comprendre la gravité du Obamagate. Nous reviendrons comme d'habitude sur l'actualité médiatique de la semaine. Macron est-il en bonne santé? La santé des présidents est une question absolument taboue dans la 5ème République. Nous reviendrons sur cette soumission médiatique et sur les doutes qui entourent l'état de santé d'Emmanuel Macron. Et enfin, Jean-Yves donnera son coup de chapeau pour CNews qui lance une nouvelle émission hebdomadaire qui portera un regard chrétien sur l'actualité, une initiative qui a irrité de nombreux journalistes de gauche. Immédiat numéro 298 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, bien c'est l'image de la semaine, et cette image, Jean-Yves, c'est celle de l'immense croix au sommet du pic Saint-Loup dans l'Hérault qui a été coupée, tout simplement. Oui, alors, le pic Saint-Loup, c'est un peu la Sainte Victoire du Languedoc, c'est un très beau site. Cette croix, elle était là depuis presque un siècle, hein, elle a été érigée en 1911. C'est un acte manifestement inspiré par la haine religieuse, en l'occurrence la haine du catholicisme, et qui est un acte commis puisqu'il a été revendiqué au moins par des tags par l'extrême gauche. Et pourquoi se fait-il? Eh bien parce qu'au fond, ça ne scandalise pas beaucoup les journaux qui passent ça dans les pages régionales, ça va guère au-delà. Et puis, ça n'intéresse pas non plus beaucoup la police et la gendarmerie, parce que s'ils recherchaient les auteurs de ce type d'actes et les poursuivraient, comme ils poursuivraient les auteurs d'actes jugés anti-musulmans, eh bien, ils les attraperaient et ils les condamneraient. Mais on ne trouve pas, d'ailleurs, voyez-vous, on n'a toujours pas de nouvelles de l'incendie de Notre-Dame de Paris, enfin, qui est supposé être accidentel. Par contre, on sait que l'incendie de Saint-Sulpice qui a eu lieu maintenant il y a 1 an et demi, on sait que c'est un incendie criminel et on n'a toujours pas retrouvé les coupables. Si on n'a pas retrouvé les coupables, c'est sans doute parce qu'on ne les a pas beaucoup cherchés et que les médias n'ont pas beaucoup insisté pour qu'on les trouve. Et Jean-Yves, moi je dis toujours quelque chose quand je vois des gens critiquer avec haine et bêtise un petit peu la religion catholique en France. Je me dis toujours que ces gens-là, en fait, d'une certaine manière, ils crachent à la figure de leurs ancêtres qui, pendant des générations et des générations, ont plié le genou face à Dieu. Et je trouve ça assez triste. Donc cet acte, effectivement, il est, en plus d'être passé sous silence, en lui-même, rien que pour lui, il est assez immonde, tout simplement. Alors, passons au premier sujet, loi Avia face à la censure, la révolte. Ce mercredi 13 mai, la loi Avia, dite contre la haine,
a été voté en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez revenir pour les téléspectateurs d'Immédiat sur cette loi et ses conséquences? Alors, très rapidement, le grand principe en France, ça a été longtemps la liberté de la presse. Loi de 1881, donc loi déjà ancienne, loi républicaine, liberté de la presse et l'imprimerie sont libres, c'est l'article 1. C'est de moins en moins le cas, puisque depuis 1972, avec la loi Pleven, il y a toute une série de délits d'opinion qui ont été créés au titre de la lutte contre le racisme, la discrimination, l'homophobie, l'érovisionnisme, que sais-je encore, toute une série de délits d'opinion. Mais qui se trouvaient poursuivis dans un cadre judiciaire et donc offrant malgré tout, pour ceux qui étaient poursuivis, un certain nombre de possibilités de se défendre. Voilà. Ça n'est plus le cas avec la loi Avia, puisqu'on passe d'un système de censure a posteriori à un système de censure a priori. On vous supprime, sans débat contradictoire, vous ne pouvez même pas faire valoir votre point de vue, sans possibilité d'appel, sans garantie de procédure, avec un bouton, ça c'est quand même absolument extraordinaire, de dénonciation sur les réseaux sociaux. Donc on facilite le boulot, c'est un appel à la dénonciation. Et qui dénoncera? Eh bien les minorités qui se sentiront mises en cause par telle ou telle déclaration, et pas la majorité. C'est pour établir la dictature des minorités. Et qui établira cette dictature des minorités? Les GAFA. Parce que qui va juger? Les GAFA, c'est-à-dire des grandes entreprises privées étrangères qui vont remplacer les tribunaux français et qui vont porter forcément atteinte à la liberté d'expression. Je crois que c'est une loi qui déshonore la France. Et d'ailleurs, c'est un grand universitaire américain, John Turway, qui a déclaré « La France est une des plus grandes menaces mondiales contre la liberté d'expression ». Voilà, la patrie de Voltaire, la patrie de la liberté d'expression, est aujourd'hui la plus grande menace mondiale contre la liberté d'expression, selon ce professeur d'université à Washington, qui écrit dans le quotidien The Hill, qui est le journal distribué à tous les parlementaires, tous les assistants, toutes les personnalités qui travaillent sur la colline du Capitole aux États-Unis. Voilà quelque chose qui va encore faire mal à l'image de la France. Alors, ce qui va peut-être faire mal aussi à l'image, non pas de la France, mais du journalisme français, c'est le traitement médiatique de cette nouvelle, puisque avant le vote de la loi Avia, eh bien, on a eu un silence médiatique presque total. On va revenir rapidement sur les faits. Le 5 mai dernier, le site spécialisé Next Impact bien, dévoilait que la loi Avia serait présentée un peu par surprise à l'Assemblée nationale le 13 mai. Et bien, cette information est passée quasiment inaperçue, malgré pourtant une dépêche de l'AFP qui publiait le même jour une dépêche à 19h30, une petite dépêche, mais une dépêche quand même. Et eh bien, cette dépêche, elle n'a été reprise que par des sites spécialisés, Les Numériques, CB News, Stratégie, voilà les seuls médias qui en ont parlé. Du côté du Monde, de Libération et du Figaro, pas un mot jusqu'à la veille de l'examen définitif de cette loi, puisque Jean-Yves, il y a quand même eu quelques mots par la suite. Oui, il y a quand même eu quelques mots par la suite, mais avant, et évidemment, une loi liberticide de cette importance, ça aurait dû susciter au minimum beaucoup de questions. Effectivement, rien. Alors, il y a deux choses, si vous voulez, dans l'affaire. Il y a d'abord une manœuvre parlementaire, manœuvre gouvernementale. On balance la loi, on annonce la loi au dernier moment, et on la balance 2 jours après le début du déconfinement, quand les médias sont enfarinés par cette histoire de déconfinement et que les Français veulent savoir quel papier il va falloir avoir pour faire 100 km, aller voir quelqu'un de sa famille ou travailler. Donc pendant qu'on affole les gens autour de toutes ces procédures bureaucratiques, hop, on passe la loi liberticide. Ça, c'est la manœuvre gouvernementale. Et puis, ça permet aux médias de regarder ailleurs, puisqu'ils ont de quoi parler, hein, des confinements ci, des confinements là, et ça les arrange parce que tous les lobbies qui sont très influents dans le milieu médiatique, que ce soit les lobbies dits antiracistes, les lobbies homosexualistes, les lobbies féministes, tout ça, ils sont pour cette loi, et comme ils savent que c'est quand même attentatoire aux libertés, bah, on n'en parle pas, et passer muscade. Voilà comment il y a une connivence finalement entre la manœuvre parlementaire et l'attitude et les intérêts des grands médias.
Alors il y a quand même quelques médias qui en ont parlé. Il faut d'abord saluer Éric Zemmour d'En Face à l'info, qui en a parlé un petit peu. Le Figaro Vox, qui la veille du vote a quand même sorti un petit article. Alors c'est pas grand-chose, bon, ça a le mérite d'exister, on va dire. Mais il y a surtout Mediapart qui a sorti un gros article de la plume de David Perrotin, qu'on étrie suffisamment dans l'émission pour saluer le travail une fois de temps en temps quand même. Ici en l'occurrence, puisqu'il a révélé la bombe de la semaine, Laetitia Avia, la députée LREM qui horrifie ses assistants, voilà le titre de l'article. Et eh bien, dans cet article, on apprend, c'est selon ses assistants, qu'il y aurait un fossé entre les valeurs qu'elle défend publiquement et ce que ses assistants ont constaté en travaillant à ses côtés. Les 5 ex-collaborateurs rapportent tous avoir été témoins de propos à connotation sexiste, raciste et homophobe de la part de la députée. Donc Jean-Yves, on apprend en fait dans cette enquête minutieuse et documentée, eh bien que Laetitia Avia employait des termes homophobes, comme par exemple PD, où elle déclarait que les homosexuels géraient mal la communication politique. Elle traitait un Chinois, enfin un homme d'origine asiatique plutôt de Chinois. Elle traitait d'autres femmes députées ou femmes politiques de putes, voilà, clairement. Le mot est dur, mais c'est le sien. Et puis, également, elle était tout simplement dans le harcèlement de ses collaborateurs. Donc, Jean-Yves, on voit un article qui nous révèle un visage très sombre de Laetitia Avia, finalement. C'est-à-dire, alors je précise quand même pour les censeurs qui pourraient être tentés de nous censurer avec les propos que vous avez repris, ce sont des propos d'Avia, ce ne sont pas votre vocabulaire, ce n'est pas notre vocabulaire, donc ne nous censurez pas, nous n'avons fait que citer Madame Avia, qui est quand même une grande conscience universelle par ailleurs. Oui, c'est assez... on croyait que c'était une belle âme, Madame Avia, en fait non, c'est une âme sombre. Et pour Immédiat, nous avons recueilli la réaction de Gabriel Cluzel, journaliste à Boulevard Voltaire, sur cette enquête de Mediapart. Ce qui est évidemment croquignolé aujourd'hui, c'est la révélation que fait Mediapart. On se doute que la date de cette révélation n'est pas choisie par hasard, et c'est tant mieux. Des révélations des comportements absolument odieux de Laetitia Avia. Alors c'est l'arroseur arrosé. C'est comme demander à Cahuzac de présenter une loi visant à réprimer la fraude fiscale ou à François de Rugy de légiférer sur la pêche des crustacés, mais c'est aussi finalement, c'est assez emblématique de la pratique des sleeping giants qui harcèlent et insultent. En fait, vous savez, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, disait Saint-Just, de la haine pour les haineux, disent les sleeping giants, et par ricochet Laetitia Avia. Ça relativise évidemment toute la bien-pensance et tout ce qu'il y a derrière la bien-pensance, mais ça ne traite quand même pas le fond du sujet. Parce qu'au fond, elle utilise un vocabulaire un peu relâché. Ça la décrédibilise un petit peu, mais ça ne l'a pas empêché de faire voter sa loi. Et ça ne l'a pas empêché de faire voter sa loi, c'est vrai, avec un peu d'opposition, parce qu'alors qu'en première lecture, il y avait une très très large majorité, là il y a eu le groupe centriste, le groupe LR, le groupe La France Insoumise et les non-inscrits avec Emmanuel Ménard et Marine Le Pen, qui ont voté contre ce texte, qui est passé parce que La République En Marche a la majorité, mais qui a quand même été un petit peu contesté. Il faut d'ailleurs saluer la belle bataille parlementaire livrée, courte parce que ça a duré 2h40, donc on ne peut pas parler de vraie bataille parlementaire, mais enfin, il y a au moins une députée qui s'est pas mal remuée, c'est Madame Frédérique Dumas, qui est une députée centriste, mais elle a défendu la liberté, elle mérite d'être saluée. Alors, les réseaux sociaux n'ont pas besoin, finalement, de la loi Avia pour censurer les défenseurs de l'identité française et européenne et ses valeurs actuelles. Qui nous l'apprend, même si ça confirme quelque chose qui était pressenti depuis un moment, les téléspectateurs qui suivent Immédiat le savent, eh bien Facebook interdit tout contenu lié à génération identitaire. Et on a la réaction de Clément Martin, porte-parole de Génération Identitaire. Ça a commencé au mois de mai 2018 avec la censure totale de notre page Facebook qui à l'époque avait 120 000 mentions j'aime et du compte Instagram qui va avec parce que Instagram appartient à Facebook. D'ailleurs à l'époque la DILCRA s'en était félicitée et avait sous-entendu en être à l'origine. Aujourd'hui, écrire Génération Identitaire sur Facebook va entraîner une censure automatiquement. Néanmoins à une condition, si vous êtes de droite.
Parce que si vous attaquez Génération Identitaire, par contre, vous n'allez pas être censuré. De la même manière que les articles de l'Incorrect, Présent ou TV Liberté vont être censurés, mais si c'est Libération qui en fait un pour nous attaquer, là, ils ne seront pas censurés, évidemment. On a porté plainte contre Facebook France, et en fait, notre procès, si vous voulez, a été renvoyé en Irlande, parce que en fait, le siège de Facebook en Europe se situe en Irlande. Il y a aussi, bien évidemment, derrière ça, une volonté de rendre les procédures plus difficiles et puis nous pousser en fait à abandonner. Et là, nous sommes en train de voir, avec nos avocats, s'il est possible d'entamer une nouvelle plainte contre Facebook, eu égard à justement cette dernière déclaration de Facebook France. Et nous allons donc peut-être lancer une deuxième plainte en parallèle de la première. Cet audio nous apprend deux choses. D'abord que Facebook fait du travail très fin, puisqu'il ne supprime pas seulement l'usage d'un nom, il supprime seulement l'usage d'un nom par certains interlocuteurs et pas par d'autres. Donc il y a un travail humain derrière, c'est pas un robot qui fait ça. Peut-être qu'à la fin c'est le robot qui le fait, mais il a été bien programmé par des humains à des fins politiques, à des fins idéologiques. La deuxième chose qui est quand même tout à fait hallucinante et qui nous renvoie à la loi Avia, c'est que voilà des gens qui sont pénalisés par une grande entreprise privée et qui n'ont pas beaucoup de possibilités de recours parce que ce qu'on appelle Facebook France, en fait, a son siège en Irlande. Pourquoi d'ailleurs en Irlande? Parce qu'en Irlande, on ne paye pas d'impôts. Hein, voilà. Donc, il faut savoir que toutes les publicités qui passent par Facebook, elles sont nettes d'impôts puisque ça passe en Irlande et ça évite, ça rend la défense très difficile. Donc, c'est encore plus grave d'avoir confié des fonctions quasi judiciaires à ces grandes machines privées. Et derrière cette entité, eh bien, il y a donc un homme, Laurent Soli, et je vous laisse découvrir son portrait. Celui qui est responsable de la censure de jeunes qui défendent pacifiquement l'identité et les frontières françaises est un sarkozyste. En 2006, il est nommé préfet hors cadre, un poste offrant parfois une belle rémunération à certains apparatchiks, une pratique très controversée utilisée par tous les bords politiques. Avec d'autres jeunes et moins jeunes, il fait alors partie de la garde très rapprochée de Nicolas Sarkozy durant sa campagne présidentielle. Comparée à une mafia par les fidèles de Dominique de Villepin, cette petite bande est surnommée la Firme. La droite dure, celle de la victoire d'un candidat en apparence ferme sur les questions migratoires, c'était eux. Mais, en 2007, ils tombent en disgrâce auprès de Cécilia. Heureusement, dans certains milieux, la disgrâce reste supportable. Il est donc recasé chez TF1. Vient alors son recrutement par Facebook, qui s'effectue dans un contexte très particulier. Depuis 2012, Facebook France était soumis à une pression énorme des services fiscaux. L'entreprise décide alors de débaucher Laurent Soli, lui créant pour l'occasion le poste de directeur général. Pour certains observateurs, cette embauche était destinée à placer une personne capable de calmer l'administration française. Après sa prise de fonction en 2013, Facebook France n'est plus perquisitionné par le fisc. A noter que Laurent Soli est le compagnon de Caroline Roux, cette journaliste politiquement correcte qui officie notamment sur France 2 pour un entretien politique chaque matin et sur France 5 le soir pour C'est dans l'air qu'elle co-anime avec Bruce Toussaint. Aujourd'hui, Laurent Soli, préfet de la République, est donc responsable d'une censure d'un mouvement qui défend les convictions d'une majorité de Français. Une censure notamment décidée par un autre préfet, Frédéric Potier, délégué auprès de la DILCRA. Loin de la posture si tranchante de la fameuse firme sarkozyste, Laurent Soli est aujourd'hui un petit préfet du politiquement correct qui n'hésite pas à censurer de manière totalement arbitraire ceux qui défendent les convictions qu'il n'a sans doute jamais eues. Oui, alors on voit très bien le rôle de Soli, qui est un petit peu préfet de police de la pensée, c'est-à-dire qui rend à l'État, de la part de Facebook, des services de censure, et en échange, l'État est très compréhensif avec Facebook sur la fiscalité et les avantages territoriaux. Alors c'est ce qu'on peut croire. Après, il n'y a rien du tout d'avéré. C'est ce qui semble pouvoir être le cas, voilà, mais c'est pas du tout avéré. Voilà. Oui, enfin, c'est une explication qui mérite à tout le moins d'être retenue, mais votre on va dire ça. vous honore. Bon. Alors, ce qui est bien là, ce qui est nouveau quand même, c'est la réaction de Génération Identitaire qui engage des procédures. C'est difficile, mais je crois que c'est tout à fait important. Évidemment, c'est un petit qui s'attaque à un très gros, mais il faut arrêter de se laisser faire. Je crois que c'est une bonne attitude et il faudrait que ça se développe, que ça se généralise, peut-on dire. Alors justement, il y a un média qui s'engage contre cette censure et aussi contre la loi Avia, c'est Boulevard Voltaire qui a réuni plus de 80 000 signatures contre la loi Avia avec une grande pétition
et qui, par ailleurs, va aussi engager des actions en justice. On va le voir avec Gabriel Cluzel qui nous répond. Nous avons en effet très vite réagi avant tout le monde à ce projet de loi Avia, dès son origine en fait, en initiant une pétition qui rassemble aujourd'hui près de 87 000 signataires et que nous avons donc transmis mardi après-midi aux députés, à la veille de la présentation de la loi, donc pour les alerter. Parce qu'il est frappant et inquiétant de voir que si peu de députés jusqu'à présent ont réagi et pris conscience du danger de cette loi. La liberté d'expression est, si j'ose dire, notre créneau. Elle est le cœur de métier de Boulevard Voltaire. Dominique Jamais, Robert Ménard et Emmanuel Ménard ont créé Boulevard Voltaire pour permettre à la liberté d'expression de se déployer. Liberté d'expression qui est la condition sine qua non de l'information. Est-ce qu'on envisage des recours judiciaires ? Oui, bien sûr. Alors pas sur la loi Avia, c'est un peu prématuré, mais sur la question de la censure de façon générale, nous avons décidé d'agir et de nous entourer d'avocats pointus. Vous connaissez la devise du maréchal Delattre, ne pas subir. Je crois qu'il faut que nous arrêtions de subir. Je crois même qu'il faut contre-attaquer avec tous les moyens que nous donne la loi, même si parfois nous avons le sentiment d'être David contre Goliath, un site franco-français par exemple contre les GAFA. Mais à la fin, vous savez, c'est David qui a gagné. Nous nous penchons très sérieusement sur un recours contre les organes de fact-checking. Tout ça m'arrête un grand titre de presse ayant pignon sur rue. Parce que ce sont leurs oukases et leur mise à l'index sur lequel s'appuie Facebook pour censurer, pour frapper d'invisibilité. Bravo à Boulevard Voltaire, ça prouve les voies d'attaque sont nombreuses. Parce qu'il y a des voies directes sur Facebook Europe, il y a les voies civiles, il y a les voies sur les fact-checkers, il y a beaucoup d'occasions d'attaque. Évidemment, ce seront des procès longs et compliqués, mais c'est une bataille qu'il devient impossible d'éviter. Bravo aux identitaires et bravo à Boulevard Voltaire de s'y engager. Alors en face, l'ennemi effectivement est quand même très fort et on l'a vu Jean-Yves puisque Facebook a nommé un conseil suprême justement pour gérer ces questions de contenu à censurer ou pas. Et parmi ses membres, on relève quand même quelques éléments qui nous font un peu douter de l'impartialité des décisions de ce conseil suprême. Je vous laisse. Oui, dans le Conseil suprême, il y a du beau monde. Il y a une militante des frères musulmans, enfin une sœur musulmane en quelque sorte. Il y a la présidente d'une ONG immigrationniste, Save the Children. Il y a des personnalités africaines liées à l'Open Society. Et il y a une avocate américaine engagée dans le camp anti-Trump. Donc on voit bien une grosse coalition de bien-pensance et de politiquement correct. Ça nous assure un Conseil suprême tout à fait équilibré. Et ça montre aussi que le combat est dur, mais que malgré tout, les exemples qu'on a vus durant ce premier sujet nous incitent quand même, malgré tout, à l'espoir. Passons à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, un retour en grande pompe, celui de Michel Simès sur le service public et en prime time, s'il vous plaît, avec une grande émission sur France 2 pour évoquer le déconfinement, le coronavirus, toutes ces questions posées par les Français. Et pour présenter cette émission avant sa diffusion, Michel Simès s'exprimait dans un magazine et déclarait « On va tordre le cou à toutes les bêtises qui ont été dites. » Et là, Jean-Yves, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Ah bah oui, parce qu'il a attaqué violemment Marine Le Pen et Dupont-Aignan lorsqu'il parlait des frontières. Il a expliqué que c'était une grippette. Enfin, il a commis toutes les bourdes et avec beaucoup d'assurance et beaucoup de prétention. Les mauvaises langues disent qu'il a fait fortune puisque son traitement serait indexé sur ses bobards. Bon, là, effectivement, il n'y a pas de crise économique pour lui, ça c'est clair. Autre sujet, direction les États-Unis avec l'Obamagate. Obamagate, ce terme qui était repris sur les réseaux sociaux massivement après que Donald Trump l'ait tweeté assez compulsivement. L'explication est simple. C'est Gérald Olivier qui nous l'apprend. Victoire de Donald Trump contre le FBI d'Obama, la justice américaine annule les poursuites contre Michael Flynn, conseiller accusé d'espionnage pour la Russie, forcé de démissionner en 2017. Les charges contre lui étaient fausses. Le FBI avait truqué le dossier pour nuire à Donald Trump. Alors, l'Obamagate, qu'est-ce que c'est ? Les médias français ne se sont pas posé tant la question que ça.
L'angle principal, c'était plutôt la critique de ceux qui évoquaient ce terme. Par exemple, le HuffPost, Obamagate, Trump et ses supporters se déchaînent sur un obscur complot. En fait, le complot n'est pas si obscur que ça. Si on regarde Sputnik, où on apprend dans l'article jusqu'à quel point Obama s'est-il compromis dans l'enquête russe, eh bien que Barack Obama aurait demandé lors d'une ultime réunion 2 semaines avant la passation de pouvoir de garder l'enquête secrète et de la mener à l'insu de la nouvelle administration. Et à cette réunion, eh bien, on apprend que Joe Biden, ancien vice-président et candidat actuel à la présidentielle dans le camp des démocrates, était présent avec des responsables du FBI. Donc Jean-Yves, il y a quand même un Obamagate finalement. Bah, tout à fait, c'est tout à fait comparable à ce qui avait été le Watergate, c'est-à-dire l'utilisation des moyens d'État, des moyens de la puissance publique, dans une bataille électorale. Et là, c'est presque pire que dans une bataille électorale, puisque c'est une fois la bataille électorale livrée pour essayer de faire destituer le président élu. Donc c'est absolument gravissime. Alors vous avez cité Sputnik, mais c'est parce que c'est à peu près un des rares médias français qui en a parlé. Mais si vous allez en Angleterre, The Guardian, qui est pas un média de droite d'ailleurs, il en a parlé, et un certain nombre de médias étrangers ont parlé de l'affaire, mais la presse française, évidemment, elle l'a parlé sous le mode dérisoire, dérision, puisque elle a choisi une fois pour toutes son camp, le camp du bien, et Trump étant dans le camp du mal et Obama dans le camp du bien, bien entendu. Mais je crois que c'est très sérieux. Alors, autre actualité, eh bien, Le Parisien qui nous apprend droit et liberté, la Hongrie, une anomalie en Europe. Le terme est fort, et on lit dans le chapeau la Hongrie n'est plus une démocratie selon le constat implacable d'une ONG américaine influente. Donc Jean-Yves, la Hongrie n'est plus une démocratie. Bah, c'est curieux parce que c'est pratiquement le seul chef d'État qui a été élu par plus de 50% des électeurs. Enfin, qui a eu, c'est plus que ça, qui a eu plus de 50% des électeurs dans des élections législatives à la proportionnelle, ce qui est particulièrement difficile. Simplement, il assure son pouvoir sans trop se préoccuper des consignes, des lobbies, et donc ça ne plaît pas. Enfin, quand on nous dit une organisation indépendante, c'est une organisation financée par l'État profond américain, par la CIA et par Soros. Donc l'organisation indépendante, pardon, mais alors il y aurait beaucoup à dire. Alors que Orban, lui, il est l'élu du peuple hongrois. Alors pour clore cette revue de presse, eh bien, voici un extrait de l'entretien accordé par Marion Maréchal à TV Liberté. On le voit, et ça reste une question centrale, je sais que tout le monde voit ça comme une réponse de facilité, mais c'est un État social qui est aussi ruiné par l'immigration. C'est le moment de le dire et de le redire et de le réaffirmer. Encore il y a quelques jours, le magistrat Charles Prats révélait dans une étude approfondie que 42% aujourd'hui des allocataires de la CAF sont nés à l'étranger, 42%, c'est-à-dire presque la moitié. Je ne parle même pas de la fraude sociale qui s'élèverait à 30 milliards. S'il y a bien une mesure aujourd'hui qui révèle sa pertinence et qui devrait être mise en place immédiatement, même de manière conjoncturelle, c'est la priorité nationale. Je veux dire, on ne peut pas, il est injustifiable aujourd'hui, dans la période que nous allons vivre, avec le drame social qui va arriver, et on en reparlera j'imagine, de ne pas envisager de réserver prioritairement l'aide nationale à nos nationaux. Très bon entretien de Marion Maréchal qu'elle a accordé à TVL, ça c'est tout à fait bien. Ça lui permet d'ailleurs de s'exprimer dans de bonnes conditions pendant 25 minutes et d'aborder tous les sujets. Y compris ceux qui ont été occultés à l'occasion du confinement et du coronavirus, y compris les questions d'identité et d'immigration qu'elle aborde parmi d'autres, mais qu'elle aborde. Et ça, c'est tout à fait important. C'est une voix libre qui fait plaisir à entendre. Passons au deuxième sujet. Macron est-il en bonne santé ? Depuis de nombreux mois, les rumeurs les plus incroyables enflent sur Emmanuel Macron. Est-il sous influence ? Les commentaires ont redoublé après sa prestation lors d'une réunion en visioconférence avec les acteurs du monde de la culture. Alors, évidemment, il ne s'agit absolument pas de porter de graves accusations sans fondement, mais il nous a semblé que la question du rapport des médias à la santé des présidents de la République méritait d'être traitée. D'abord, historiquement, avec un retour sur l'attitude de ces médias à travers la Ve République, qui a toujours été un sujet ultra sensible, hein, clairement, et on le voit avec
cet article de l'INA, la santé des dirigeants, un invincible tabou dans les médias. Et on voit en fait repris plusieurs exemples, Pompidou, Mitterrand et Jacques Chirac, et qui montrent, Jean-Yves, eh bien, qu'il y a effectivement des tabous médiatiques quant à la santé des présidents. Oui, eh ben, Georges Pompidou, on a dit aux Français qu'il était en parfaite santé, que de temps en temps il avait une petite grippe, et ils ont découvert sa mort le 2 avril 1974 avec stupéfaction. Mitterrand, il publiait régulièrement d'excellents bulletins de santé, alors qu'il luttait d'ailleurs avec un certain succès contre un cancer qu'il n'a révélé qu'en 1992, quelques jours avant le vote sur le traité de Maastricht. Et Jacques Chirac, on le sait maintenant, les 2 dernières années de sa présidence, il était très affaibli par un AVC, mais ce qui est resté tout à fait camouflé à l'époque. Effectivement, et on voit que les journalistes savaient, mais étaient conscients de ces choses-là et de l'impact que ça pouvait avoir sur la France, mais malgré tout ont respecté ce tabou, ce non-dit médiatique, on va dire. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Son cas agite les réseaux sociaux. Les rumeurs d'usage les plus étonnantes, comme l'usage de cocaïne, sont nombreuses, notamment après sa dernière vidéo lors des annonces au monde de la culture. On a ce tweetos qui est un exemple parmi des centaines, voire des milliers d'autres. Je suis vraiment mort de rire du fait qu'on ait plusieurs vidéos de Macron clairement sous cocaïne et qu'aucun média n'en parle. On a également ce tweet de Vincent Vauquelin, qui était candidat aux européennes pour le parti de la dissidence française. Tous les journalistes le savent, mais tous se taisent. C'est un sujet tabou. On ne peut pas comprendre certaines décisions ou attitudes de responsables politiques sans intégrer le facteur de la toxicomanie, et notamment celui de l'usage régulier de cocaïne. Alors, de manière bien moins directe, on note également le tweet du journaliste Jean-Dominique Merchet, qui réagissait justement à cette fameuse conférence avec le monde de la culture. Vraiment bizarre, non? Donc, Jean-Yves, on a des mots pesés chez Jean-Dominique Merchet, mais qui veulent peut-être quand même dire quelque chose. Oui, alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est effectivement que Jean-Dominique Merchet reprenne cela, parce que Jean-Dominique Merchet, c'est un journaliste extrêmement important, un journaliste de très grande influence, puisque c'est le principal journaliste de la presse de défense nationale. Et il est en lien tout à fait constant avec l'état-major militaire, et il est même parfois le porte-parole officieux de l'état-major de l'armée. Donc le fait qu'il dise cela prouve tout de même qu'il y a une certaine inquiétude dans certains milieux dirigeants français. Alors, il y a quelqu'un qui le dit avec beaucoup moins de pincettes, c'est Gérard Fauré, le fameux dealer des stars, qui se livrait sur le plateau de TVL face à Martial Bild. Je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve, donc... Non, j'ai pas de preuve, j'affirme rien. Hein. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues ? Pour parler de notre président actuel, je trouve que bon, il a des mimiques un peu douteuses, le fait de toujours se gratouiller le nez. Il n'y a pas que ces signes-là, il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé personnellement, après j'affirme rien, que Macron il avait un drôle de regard ces derniers temps, hein, et puis son comportement. Alors Jean-Yves, que tirer comme conclusion un petit peu de cet ensemble de choses qu'on a vues sur la santé, on va dire, d'Emmanuel Macron? Écoutez, moi je ne tirerai pas de conclusion, je dirais qu'il a quand même un comportement assez étrange parfois. Moi j'invite d'ailleurs, après tout, les gens qui peuvent vouloir faire leur propre enquête à aller regarder les signes de la cocaïne, hein, tel qu'on peut le trouver très facilement sur Google. Bon, il y a le sentiment de puissance intellectuelle, qu'on peut avoir d'ailleurs sans cocaïne, entre nous. Il y a la désinhibition sexuelle, qu'on peut sûrement aussi avoir sans cocaïne. Il y a des muqueuses nasales endommagées, mais qu'on peut avoir aussi endommagées sans cocaïne. Et il y a un peu du délire, de l'excitation. Voilà, des signes. Alors après, qu'est-ce qu'il en est? C'est quand même un peu... Il a souvent tout de même une attitude un peu étrange, quoi. Voilà. Mais... objectivement, il avait déjà eu un peu ce type d'attitude, y compris pendant la campagne électorale. Donc les Français l'ont élu en connaissance de cause, ou du moins ceux qui ont voté pour lui avaient des éléments d'information auxquels ils n'ont peut-être pas attaché assez d'importance.
Et ce qu'on notera pour conclure ce sujet, eh bien, c'est que les médias français ont parfaitement connaissance de ces rumeurs insistantes, mais n'en font pas état publiquement dans la grande tradition médiatique de la Ve République, c'est-à-dire silence total sur les questions de santé des présidents. Il n'y a même pas, d'ailleurs, vous remarquerez, de fact-checker qui dit il y a des réseaux sociaux qui disent cela, mais c'est pas vrai. Oui. C'est quand même curieux, là. Les fact-checkers, ils devraient se mobiliser quand même. On peut ni prouver que c'est faux, ni prouver que c'est vrai, donc ça peut expliquer ceci, mais bon, en tout cas, il y a un silence total là-dessus, et vu la tradition médiatique de la Ve République, il se peut que ce silence dure très longtemps. Jean-Yves, pour finir cette émission, vous avez un coup de chapeau à CNews. Bah oui, CNews, qui multiplie d'ailleurs les audiences, crée une nouvelle émission, Enquête d'esprit, qui est une émission du dimanche, qui est une émission un peu spirituelle, un peu philosophique, d'esprit catholique, avec un journaliste qui s'appelle Pourbet, et puis on retrouvera où les téléspectateurs qui suivent CNews, ce type d'émission, retrouveront Charlotte Dornelas ou Véronique Jacquier, qui sont de très bonnes journalistes qu'on a plaisir à retrouver à la télévision. Alors, un regard chrétien sur l'actualité, autant dire que ça hérisse quelques poils, et pas que. Et on a de nombreux journalistes de gauche qui se sont opposés, ou en tout cas ont fait part de leur indignation. On a par exemple Sylvain Chazot qui tweet « Après Zemmour tous les jours, CNews offre désormais son antenne chaque semaine à Charlotte Dornelas, journaliste qui a œuvré dans les publications d'extrême droite Présent, France, Boulevard Voltaire, TV Liberté. » Et on a également Christophe Comte, qui est journaliste aux Inrocks. Télé Bolloré balance dans son émission spirituelle avec la catho-intégriste Charlotte Dornelas. Donc on voit, Jean-Yves, que les journalistes ont un petit peu de mal avec la pluralité d'opinion. Finalement. Ah oui, ça c'est difficile pour eux, oui. En tout cas, ça fait une émission CNews de plus qui est assez politiquement incorrecte et c'est effectivement à saluer. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la page YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Et Jean-Yves, nous on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.